let's ride. Gonna ride, let's ride. Let's ride. Gonna ride. Pour commencer, je vais vous raconter ma première semaine de vacances. Alors cet été, je suis partie dans un monastère faire une expérience zazen. Et surtout l'expérimentation du ne rien faire. Et puis, alors, bon, d'abord, comme vous n'êtes pas mes amis, vous ne me connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi. Mais moi, on m'appelle Madame 100 000 volts, alors je ne vous raconte pas ce que ça représente. Et quand je suis arrivée dans ce monastère, on m'a expliqué que d'abord, j'allais être enfermée pendant 36 heures dans ma chambre pour déconnecter. Voilà, c'est une période de Tongariro. Et puis, donc, effectivement, je suis arrivée, je suis restée enfermée. Et là, en fait, vous n'avez rien à voir, à part votre fenêtre, un lit. En plus, donc, le décor restait dans les années 70. Et puis, le plafond. Alors, j'ai regardé le plafond. Bon, pendant 6 heures, bon, c'était pas la chapelle Sixtine non plus, hein, donc il ne se passait rien dans ce plafond. Et puis, un moine est arrivé, la délivrance. Et là, il est venu me chercher en me disant, voilà, vous allez faire votre première séance zazen au dojo. Parfait. Donc je l'ai suivi et puis là, il m'a expliqué qu'en fait, pour faire zazen, bon, évidemment, il faut se mettre en position de lotus. Lotus avec les genoux qui touchent le sol. Alors moi, c'est tout simplement, j'ai pas pu quoi en fait, me mettre en position de lotus. Donc je me suis dit, je vais me mettre en position sur les genoux. Ça, on pouvait se mettre sur les genoux. J'ai pas pu non plus. Finalement, j'ai fini en position de grenouille. Et en plus, je partais pour 45 minutes. Donc, je suis restée comme ça 45 minutes. Je vous raconte pas les douleurs. Et en plus, le moine, il m'avait dit, vous verrez, dans cette position, pendant la méditation, il faut surtout pas attraper les pensées que vous allez avoir. C'est là, justement, il faut les lâcher. C'est comme des petits nuages, comme ça. Ouais, les petits nuages, mon œil, moi j'avais super mal aux jambes, je pensais qu'à ça, des douleurs affreuses. Et en plus, je repartais pour 45 autres minutes. Et là, c'est mon organisme, j'ai fait un malaise. Bon, et après, quand vous faites un malaise comme ça, vous êtes dans un dojo avec 30 personnes en train de méditer et qui ne bougent pas d'un pouce, vous ne savez même pas comment vous allez sortir. Enfin bon, je suis sortie, le moine gentiment m'a pris, bon, je suis sortie. Et là, il m'a dit respirer au grand air, etc. Et là, il m'a dit, c'est simple, ce malaise, c'est normal. Parce que vous reconnectez vos systèmes nerveux, et donc c'est ça qui provoque le malaise. Mais rien du tout. Moi, je reconnectais mon estomac. Peut-être depuis 5h30, je n'avais pas bouffé. C'était un malaise hypo, j'en suis convaincue. Et là, je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible, Nathalie. Ta première semaine de vacances, qu'allons faire? Et j'ai dit, bon, je vais pas tenir, excusez-moi, là, je ne tiens pas. Je suis restée 24 heures. Bon, déjà, 24 heures pour moi, l'hyperactif, c'est déjà un challenge. Mais en fait, c'était une question de survie, et pour les moines, et pour moi. Je suis partie. Mais par contre, quand même, avec cette expérimentation du vide, j'ai compris une chose. C'est que moi, j'étais vraiment faite pour l'action. Et voilà, le vide, c'était vraiment pas fait pour moi. Pas pour l'instant. Et puis, j'ai pas toujours été comme ça. Moi, j'ai été élevée à la campagne, par mes grands-mères et mes arrière-grands-mères. Et en fait, à la campagne, on prend le temps. Et l'expérience de l'observation. Et j'irais même jusqu'à l'expérimentation de l'ennui. Et puis, petite, j'avais tout de la bonne élève. J'étais calme, sage, attentive. Et puis, arrivée à l'école, la plume en main, ce fut terrible, violent, paralysant. Je me suis vite rendu compte que je ne pourrais jamais écrire sur ce cahier. Enfin, pas comme on me le demandait en tout cas, avec une orthographie réprochable. Et ce cahier, ça allait être... c'est l'émotion. Ça allait être vraiment un cauchemar, mais un cauchemar pendant des années. Parce que tout simplement, je veux dire, en plus de ne pas pouvoir écrire, on montrait effectivement l'humiliation de mes dictées, montrait à toute la classe, avec 150 fautes. Et puis évidemment, je me suis repliée sur moi-même, je ne voulais surtout plus me faire remarquer, je voulais disparaître, et je me suis exclue. Mais je me suis surtout sentie exclue. Et puis un jour, j'ai compris de quoi je souffrais. Donc je souffrais de dysorthographie. Mais ça, je l'ai su très tard, j'ai su ma différence très tard. Et en fait, la dysorthographie, c'est simple, c'est tout simplement... On a un cerveau qui est constitué normalement, a priori, mais n'empêche qu'on n'arrive pas à mémoriser et à reproduire les symboles écrits. Donc voilà, ça aurait pu être catastrophique. Mais en fait, cette dysorthographie, elle m'a fait un cadeau. Le cadeau de trouver d'autres modes d'expression qui ne passeraient pas par les mots, qui ne passeraient pas par l'écrit. Moi, ça allait passer par mes yeux et par mes mains. Et donc, à 12 ans, j'ai découvert la photo. La photo, ça a été une révélation et surtout, ça a été une passion. Donc à 16 ans, j'en ai fait mon métier. Et puis ça a été Paris, la pub, la mode. Bon bref, la photo, ça ne m'a plus jamais quitté. Et surtout, je pouvais enfin tout dire par l'image.
Et puis, j'ai commencé à travailler, ça fait maintenant plus de 40 ans, très vite avec des sujets féminins et surtout en m'engageant sur des causes féminines, notamment le dépistage du cancer du sein. Et donc, j'ai fait une grosse exposition à Bordeaux qui s'appelle Au sein de la vie. Et en fait, j'ai voulu mettre vraiment ce travail photo auprès de ces femmes. Et en fait, je leur ai demandé de poser. J'ai demandé à 40 femmes de poser, de 10 ans à 85 ans. Et en fait, j'ai pris en gros plan leur poitrine. Et parmi elles, il y avait 10 femmes qui avaient eu un cancer du sein, donc avec mastectomie, donc ablation du sein, ou reconstruction. Et cette exposition, elle a été présentée à Bordeaux sur une grande place. Et surtout, les femmes qui ont posé pour moi m'ont dit merci, parce qu'en fait, on n'avait jamais osé dire ce qu'on a pu montrer aux autres. Et puis, en même temps que ces causes et de donner la parole aux femmes, j'aime beaucoup le milieu artistique et je navigue beaucoup dans les ateliers d'artistes, je fais des portraits et je suis des collectifs de street art. Et puis, un jour, lors d'une exposition, je suis tombée nez à nez avec le travail d'un artiste et qui m'a énormément plu, mais surtout, voilà, il s'est passé quelque chose. Et quand j'ai appris que cet artiste était, en plus d'être graffeur, il était tatoueur, je me suis dit que voilà, j'allais faire une nouvelle expérimentation. Mais j'allais le faire sur moi. Donc une expérience intime qu'allait être le tatouage. Alors, je n'ai pas pris de cours des feuillages. Voilà. Et en fait, le tatouage, ça a été vraiment très important parce que je me suis vite rendu compte que ce n'était pas seulement se mettre, comme certains peuvent penser, des dessins sur le corps, des choses comme ça. Le tatouage, c'était beaucoup plus profond. Notamment, on avait une réappropriation du corps, de son image. Moi, alors, je me sens très bien après les séances de tatouage. Je crois que ça vaut largement les séances de zazen, mais je ne peux pas me faire tatouer toutes les semaines. Alors, et puis j'aurais plus de place à un moment donné. Alors du coup, je me suis vraiment posé la question, et puis surtout, je me suis rendu compte que je devenais addict, vraiment. Et je me suis dit, mais est-ce que les autres femmes tatouées ressentent ça? Est-ce qu'elles sont addictes? Quelles sont leurs histoires? Et donc du coup, je me suis dit, je vais les interroger. Donc, je travaille sur un projet que je viens de finir, ça fait 2 ans maintenant, qui s'appelle Tatouer, donc au féminin, à fleur de mots, MOTS. Et en fait, l'idée, c'est d'en faire un livre et une exposition. Et puis, en interrogeant toutes ces femmes, j'en ai interrogé 170. J'ai interrogé 20 tatoueuses. Et effectivement, ce qui ressortait, c'était à chaque fois, avec cette expérience du tatouage, la réappropriation du corps, de l'image, mais pas que. Il y avait des femmes, pour certaines, c'était un véritable exutoire. Pour d'autres, c'était vraiment marquer sur sa chair le journal de sa vie, se marquer pour ne pas oublier. Et d'autres encore qui m'ont parlé de se reconstruire après une maladie physique ou psychique. Et donc, du coup, là, je me suis dit, mais cette expérience, et avec toutes ces femmes aussi qui me l'ont amenée, je vais la proposer aux femmes qui ont eu des cancers du sein. Parce qu'évidemment, l'image de ces femmes-là sont blessées et meurtries. Et c'est vrai que le tatouage, ça pouvait leur apporter quelque chose. Alors, avec les tatoueuses, j'ai organisé donc la première semaine d'octobre, cette année, une semaine qui s'appelle Rose Tattoo, où j'ai fait venir des tatoueuses à la rencontre des femmes qui avaient envie de se faire tatouer à la Maison Rose, à Bordeaux, qui est une maison pour les femmes après cancer. On a transformé cette maison en salon de tatouage. 9 femmes sont venues se faire tatouer, une trentaine sont venues se renseigner. Et là, on a tatoué 9 femmes. Et parmi ces 9 femmes, il y avait Laura, donc, qui a été atteinte d'un cancer du sein, donc des 2 seins. À moins de 30 ans, elle a eu une mastectomie et elle s'est fait reconstruire, Laura. Sauf que la reconstruction, au niveau de son image, elle ne voulait plus montrer son corps à son mari, donc elle portait un soutien-gorge jour-nuit. Et puis, donc elle est venue se faire tatouer, et quand elle est repartie, elle est arrivée chez elle et elle a montré donc, son tatouage. Mais en fait, elle n'a pas montré son tatouage. Elle a montré la poitrine, en fait, sa poitrine à son mari, qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans. Et puis, il y avait Sandrine aussi, qui effectivement, elle, s'est fait tatouer, mais elle s'est fait tatouer. Déjà, elle savait qu'elle allait se faire tatouer avant de se faire enlever le sein. Mais surtout, avec elle et avec Laura, j'ai vu que le regard de l'autre, le regard du mari ou de la compagne, était vraiment primordial dans cette reconstruction. Il n'y avait pas que l'image du corps. Donc j'ai demandé à Sandrine de poser avec son mari. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et ça, j'espère, ça permettra en tout cas de donner un message aux femmes qui n'osent plus montrer leur corps à leur mari, qui ont vécu ça. Et puis le tatouage, c'est aussi un véritable outil de communication. Moi, c'est rare que j'aille dans un dîner ou dans une soirée qu'on ne vienne pas me parler de tatouage. Et encore là, vous voyez mes bras, mais on me remonte les manches. Bon, enfin. Et donc, du coup, d'ailleurs, vous aussi, je me demande si vous vous demandez peut-être est-ce qu'elle en a ailleurs, etc. Oui, ailleurs, j'en ai d'autres. Mais surtout,
Je vois la photo, là, ça y est, j'ai le retour. Et en fait, surtout, dans le dos, j'ai un corbeau. Et le corbeau, c'est le symbole de la transmission. Et cette transmission, c'est celle qui m'a été donnée par mes grands-mères et mes arrière-grands-mères. Donc, moi, j'ai été élevée à la campagne, mais j'ai été élevée à la ferme. Et à la ferme, on jetait rien. On transformait tout avec nos mains. Et mes grands-mères, elles baignaient dans le recyclage. Donc, elles me l'ont inculqué. Et depuis 25 ans maintenant, parallèlement à la photo, donc je crée du mobilier à base de récup. Je fais des intérieurs aussi avec des objets mobiliers à base de récup. Et surtout, il y a 6 ans, j'ai cofondé avec mon mari l'atelier d'éco solidaire. Donc, c'est une recyclerie créative. Alors, qu'est-ce qu'une recyclerie déjà ? Une recyclerie, c'est là où vous apportez tout ce qui vous encombre. Donc, le mobilier, l'objet, parce que nous, on est spécialisés dans l'encombrant. Mais dans encombrant, il y a aussi les personnes dites encombrantes. Donc, les jeunes, les vieux, les exclus, les hors-cadres. Et donc, du coup, nous, on est comme une recyclerie créative. On sait aussi donc réparer, reconstruire, autant les personnes que les objets. Et surtout, on sait faire du beau avec du laid et on sait faire du neuf avec du vieux. Et puis, de par mon expérience scolaire, je voulais vraiment donner une chance à tous ces jeunes qui sont les exclus du système scolaire. Donc, on travaille toute l'année avec des centres thérapeutiques. Donc, ce sont des jeunes qui ont un regard, mais très, très dur sur eux-mêmes. Donc, l'autre jour, il y a un jeune qui me disait, le jeune Mehdi, écoutez, c'est vraiment bien qu'on travaille avec des déchets parce que nous aussi, on est des déchets de la société. Et là, j'ai trouvé cette phrase terrible. Donc, en plus de les accompagner en atelier, quand ils arrivent, je les fais venir en salle de réunion. Et là, je leur dis, bon, on commence à discuter du projet, je leur dis, mettez-moi en quelques mots votre projet, ce que vous allez faire. Et là, évidemment, ils commencent à être assez mal à l'aise, ils me rendent une feuille blanche. Et là, je les regarde, je dis, et en plus, vous ne savez pas écrire. Non, mais j'ai dit, c'est pas grave, parce que moi, cet exercice que je viens de vous demander, moi non plus, je ne sais pas le faire. Et moi non plus, je ne sais pas écrire. Ça ne m'a pas empêché de réussir, mais par contre, il va peut-être falloir inventer votre mode à vous d'expression. Moi, c'est la création. Alors, on les aide, on essaie de reconstruire à ces jeunes donc, leur image, l'image de soi, parce qu'ils l'ont complètement perdue, et surtout, on essaie de leur donner des clés. Et puis, on a aussi les vieux. L'association. Alors moi, les vieux, ça me fait souvent penser à l'obsolescence programmée. On le connaît tous avec les machines. Mais en fait, c'est comme si on avait des gros disques durs et puis voilà, on se bourrait d'infos. Enfin, on devenait au top, voilà. Et puis vous êtes à la retraite et là, on fait un gros rase poubelle. Vous n'êtes plus bon à rien. Bah ouais, ça nous attend tous. Hein. Et sauf que nous, à l'atelier, depuis le début, on a un atelier intergénérationnel. Et dans cet atelier, on a nos super mamies. Elles ont entre 65 et 75 ans. Elles viennent créer avec nous plusieurs fois par semaine. Et surtout, elles transmettent leur expérience et leur savoir-faire aux jeunes. Et puis, il y a les moins jeunes, comme Sabrina, qui fait partie de mon équipe. Et en fait, Sabrina, Sabrina, en fait, elle a moins de 40 ans, elle est gitane. Et elle a rejoint notre équipe il y a maintenant 3 ans. Donc, je vais vous lire son texte. On va vous le projeter, parce que c'est important de le projeter. Je vais essayer de me décaler. Donc, voilà. Nathalie Caïd et moi, ce n'est pas qu'une amitié sur Facebook, c'est bien plus que ça à mes yeux. Nat et Fab m'ont accueilli dans leur équipe, à l'atelier, dans une période de ma vie où je ne trouvais pas de sens à ma vie. Professionnelle et humainement, j'étais presque HS. Je suis arrivée en tant que stagiaire et je suis en CDI grâce à eux. Aujourd'hui, je peux voir l'évolution de mon boulot, de ma personne. J'apprends beaucoup du savoir-faire de Nat et toute l'équipe qui s'épaule. Nat est une femme disponible qui gère quoi qu'on dit et je les remercierai jamais assez d'avoir fait de moi une femme comblée sur le plan professionnel et émotionnel aussi. L'assaut est bourré de personnes formidables. C'est un boulot constructif, réparateur, avec de vraies valeurs. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas leur vision. La vie ne m'a pas toujours été facile. Et quand tu rencontres des personnes qui font de toi quelqu'un de meilleur, il n'y a pas photo, on n'en sort que mieux. Alors Nathalie Caïd n'est pas qu'une amitié, elle est dans mon cœur et l'aventure à leur côté n'est que les débuts d'un long chemin à la réussite. Merci pour la femme que je suis devenue. Voilà. Alors certes, c'est sûr, vous n'êtes certainement pas Sabrina, vous n'êtes certainement pas non plus Laura ou Sandrine qui ont été tatouées après un cancer du sein, vous n'êtes certainement pas non plus Mehdi, le jeune exclu, ou le Jérémy de Paul Timothée, hors cadre. Mais par contre, vous avez tous, vous, en tant que manager, vraiment cette chance de pouvoir révéler les talents endormis de vos équipes. Alors, action.
Merci. Merci.